Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour Hélène Jouan, ça nous fait une très belle introduction. Merci d'avoir accepté l'invitation du Grand Rendez-vous. Merci à vous. Vous êtes député du Nord et vous avez donc été nommé coordinateur du mouvement La France Insoumise. Cette nomination sera adoubée demain, sera confirmée sans doute par les militants de La France Insoumise. Avec vous, nous allons donc parler de votre nouveau rôle. Pourquoi cette nomination? Qu'est-ce que vous comptez en faire pour essayer de retrouver l'aura électorale perdue de La France Insoumise? Et puis on va évidemment parler de l'actualité politique, économique, sociale et européenne. Pour vous interroger, Cécile Cornudet, éditorialiste aux Échos. Bonjour Cécile. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Et Damien Fleureau, chef du service politique de CNews. Damien Fleureau qui vous pose la première question. Merci Hélène. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour Damien Fleureau. Jean-Paul Delevoye, le monsieur retraite du gouvernement, présentera donc le 18 juillet ses recommandations pour la future réforme. Un gros dossier chaud peut-être de cette rentrée sociale. Après 2 ans de concertation, les grandes lignes donc de cette réforme. Est-ce qu'au moins sur la forme, vous pouvez, Adrien Quatennens, saluer cette volonté de dialogue de Jean-Paul Delevoye pour mener à bien cette réforme? Mais le dialogue est toujours bienvenu. Après, puisque vous voulez qu'on parle de la forme, on peut parler de la temporalité, parce que c'est quand même, vous l'avez dit, au beau milieu du mois de juillet que les principaux le 18 arbitrages... juillet, tous les Français ne sont pas encore en vacances, il y a une session parlementaire. Non, tous les Français ne sont pas en vacances, et effectivement, il y a une session parlementaire qui est normalement extraordinaire, mais qui finalement devient la règle. C'est-à-dire que cette session estivale, désormais, c'est tous les ans qu'elle est reconduite. Ce n'est pas propre à cet exécutif. Non, certes, mais par contre, regardez l'ordre du jour, et vous verrez que des sujets... absolument centraux sont discutés au beau milieu de l'été. Alors sans doute peut-être tous les Français ne sont pas partis en vacances, d'ailleurs beaucoup n'ont pas la chance de pouvoir partir, c'est vrai, mais vous reconnaîtrez quand même que l'attention sur la vie politique est plutôt en train de décroître en ce moment. Or c'est précisément à ce moment-là que les arbitrages attendus vont être rendus, ou alors, et nous en parlerons après, que nous allons voter par exemple le CETA, le traité de libre-échange. Donc si on veut parler que de la forme, je pense qu'on peut quand même faire mieux que ça. Sur la concertation quand même, avec les partenaires sociaux, avec un certain nombre de personnes depuis 2 ans, là, il y a eu du dialogue. Sans doute que le dialogue existe bien, mais regardez par exemple sur le cas de l'assurance chômage, il y a eu aussi du dialogue entre patronat et syndicats. Puis qu'est-ce qui se passe derrière? C'est le gouvernement qui reprend la main. Parce qu'ils ne sont pas mis d'accord. Ah oui, c'est votre avis. Moi, je pense précisément que le gouvernement a tout fait pour que syndicats et patronat ne tombent pas d'accord, qu'il a eu des exigences en matière de lignes rouges et de feuilles de route qui précisément ont produit cet effet qu'il a dû sur l'assurance chômage reprendre la main. Je crois que reprendre la main, c'était en fait l'objectif de ce gouvernement. Mais sur les retraites, si vous l'acceptez, peut-être on peut parler un tout petit peu du fond, parce que la forme c'est une chose. Mais ce que M. Delevoye nous annonce, c'est la feuille de route finalement macroniste de simplification. Il faut tout simplifier. M. Macron a déjà simplifié le code du travail, il simplifie l'hôpital public, l'assurance chômage. C'est parce qu'il dit qu'il veut travailler à une meilleure équité. Oui. Parce qu'il ne trouve pas normal, par exemple, qu'une infirmière ait une même retraite qu'elle travaille dans une clinique, et pas la même retraite qu'elle soit dans une clinique ou dans un hôpital. Donc ça, c'est quand même un objectif que vous devez suivre, non? Madame Cornudet, puisque vous proposez qu'on observe ces premières recommandations, en tout cas les premières pistes qu'on a à cette heure, sous le prisme de l'équité, regardons. On nous parle d'une retraite par points. Alors tout ça est très technique, je vais essayer de résumer à grands traits, mais en gros l'idée de dire aujourd'hui il y a 42 régimes, tout ça serait par nature trop complexe. Moi j'interroge d'ailleurs le fait que 42, pourquoi 42 serait trop complexe si les 42 se justifient pas? C'est juste que c'est inégalitaire. Est-ce que 42, ça vous pose pas un problème? Moi, ce qui me pose problème dans la retraite, alors qu'on puisse s'améliorer sur le système de retraite d'aujourd'hui, c'est sûr. Néanmoins, dire qu'un système par points serait par nature égalitaire est faux. Sur le papier, c'est le cas, parce que le système par points, c'est de dire tout le monde part d'une même ligne de départ, cumule des points dans sa besace, avec aussi ce fait que vous ne connaissez pas à l'avance quel sera le montant de votre pension, puisque M. Delevoye nous explique que la valeur du point, pardon pour le côté technique de l'explication, mais peut être modulée au fur et à mesure des années. Vous saurez donc en fin de carrière, en convertissant votre stock de points, quel va être le montant de votre pension. Donc vous n'avez aucune visibilité. Ensuite, sur la question de l'égalité, le fait que tout le monde cumule des points qui ont la même valeur. J'alerte sur un fait, c'est que ça n'est pas égalitaire. Pour la raison que M. Delevoye nous explique notamment que la valeur du point pourrait être fonction de l'espérance de vie de la génération en cours. Oui, mais que fait-il des écarts d'espérance de vie qui existent au sein d'une même génération? Il n'en parle pas. Il dit que si, la pénibilité va être prise en compte. Mais il n'y a pas que la pénibilité, Madame Cornudet. Regardez, entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres de ce pays, il y a en moyenne 13 années d'écart d'espérance de vie. De la même manière, entre un salarié et un cadre, il y a 6 années d'écart d'espérance de vie. Qu'en fait M. Delevoye? Et par ailleurs, moi j'alerte
Donc ça, il faudrait forcément le réintroduire à un moment donné pour arriver à cette égalité qui n'existe pas malgré tout aujourd'hui. Mais on peut s'améliorer, mais moi je vous le dis, ça va être encore pire avec un système par points. Sans compter que le débat sur l'âge de départ, M. Macron a l'habitude de faire ça. Vous savez, il lance quelques leurres pour ensuite dire non, on ne touche pas. On garde l'âge légal à 62 ans, mais il y a effectivement un âge pivot, un âge d'équilibre qui est repoussé à 64, qui est aujourd'hui l'âge auquel on part à la retraite. Qu'est-ce que vous comprenez, Hélène Jouan, quand on dit ça ? Si on traduit ce que vous venez de dire, je pense que vous pourriez faire la traduction sans moi, ça veut dire que l'âge légal de départ n'est plus que théorique, puisqu'on va organiser les conditions que vous renonciez à partir à 62. C'est déjà le cas aujourd'hui. Oui, mais c'est un problème. Pourquoi est-ce un problème ? Pas par principe. Moi, je veux vous dire, y compris que la position qui est la mienne, qui est la nôtre à la France Insoumise sur les retraites, n'est pas une position principielle. C'est notamment lié à la situation de l'emploi et du chômage dans ce pays. Donc parce qu'aujourd'hui, déficitaire, pour vous, il n'est... Non, mais on peut régler le problème. Je vais vous parler dans un instant, si vous voulez, du régime déficitaire et de la question des sommes à collecter. Mais juste un instant. Sur la question de l'emploi en France, plus vous retardez l'âge de départ effectif, mettons de côté la question de l'âge légal, puisqu'on peut créer les conditions qu'il soit théorique, plus vous décalez l'âge de départ effectif, plus vous créez une situation de chômage aux deux extrémités de la vie active. D'un côté, vous avez au bout de la carrière de plus en plus de seniors qui sont au chômage. En fait, on devrait tous être interloqués par le fait que dans ce pays, il y a quelques 300 000 personnes de plus de 60 ans qui sont au chômage, alors que pour l'essentiel, le 80% d'entre eux, ils ont leurs 40 annuités de cotisation. Et de l'autre côté de la vie active, vous avez des jeunes qui peinent à s'insérer dans l'emploi. Donc, y compris sur la question du chômage et de l'emploi en France, cette question de finalement la durée du temps de travail, c'est valable dans la vie, mais aussi dans la semaine, elle me paraît centrale. Et donc l'espérance de vie n'a rien à voir. On ne peut pas prendre en compte l'allongement de l'espérance de vie, certes inégalitaire aujourd'hui entre les différents travailleurs, mais qui se pose quand même. Mais Hélène Jouan, il faut raisonner dans l'autre sens, si vous me le permettez. C'est-à-dire que pourquoi l'espérance de vie dans notre pays a augmenté ? Notamment, pas que, mais notamment parce que la durée du temps de travail a diminué. Vous regardez, c'est assez facile de l'observer sur quelques courbes. À mesure que le temps de travail a diminué dans notre pays, dans la semaine, par le temps de travail hebdomadaire, ou avec les congés payés, ou avec la durée, l'âge légal de départ à la retraite, l'espérance de vie a, elle, augmenté. Et par ailleurs, l'espérance de vie en bonne santé dans notre pays est mise en cause, elle diminue. Donc véritablement, cette question est centrale de savoir à quel âge peut-on partir en retraite. Maintenant, je ne veux pas éviter votre question sur les caisses. Comment on remplit les caisses ? On va en parler, notamment avec le dossier de l'assurance chômage annoncé donc, il y a une quinzaine de jours par le gouvernement. Une note de l'UNEDIC dit que plus d'1 million de chômeurs pourraient être perdants en raison du durcissement des conditions d'accès à l'indemnisation notamment. Est-ce que ça vous pousse à vous mobiliser, notamment à répondre favorablement à l'appel à manifester de la CGT le 21 septembre prochain contre cette réforme ? Oui, évidemment. Et d'ailleurs, je pense que le début de cette émission montre bien que même en plein été, les sujets d'actualité sont importants et des sujets sociaux graves. La retraite, c'est quand même pas une mince affaire, l'assurance chômage non plus. Bon, sur même la question si c'est une réforme qui est a priori plutôt soutenue par les Français. Sur la question du chômage, dire une chose d'abord, puisque tout est lié en économie. Par exemple, on parlait à l'instant des retraites. Si vous augmentez les salaires, ne serait-ce que de 1%, vous avez 2,5 milliards de cotisations en plus. Une manière de dire aussi que quand on propose la relance de l'activité, notamment par l'augmentation des salaires, on produit un effet bénéfique en bout de chaîne sur les caisses et notamment les caisses de retraite. Si vous créez de l'activité... Non, ça se décrète pas. Mais, si, sauf sur le SMIC. En l'occurrence, oui, sur le SMIC, ça peut se décréter pour le coup. Mais sur la question, y compris de l'emploi, quand je propose, on parlera aussi sans doute de ça tout à l'heure, de créer de l'activité par la planification écologique. Sur par exemple le système agricole, passer à une agriculture plutôt paysanne, on avait chiffré ça à 400 000 emplois. Vous créez juste 100 000 emplois dans ce pays, vous avez à peu près 1 milliard, 1,5 milliard de plus de cotisations. Donc vous voyez en fait qu'on ne peut pas penser le problème du chômage et des retraites uniquement en étant sur cette feuille-là. Ensuite, sur l'assurance chômage, ce qui me déplaît fortement, que je trouve gravissime de la part de la ministre du Travail et donc d'Emmanuel Macron, c'est que cette réforme de l'assurance chômage, d'abord c'est un simple décret, ce qui fait que nos débats sont réduits à la portion congrue, mais surtout c'est cette petite idée finalement que quelque part les chômeurs seraient responsables de leur chômage. Puisque en gros l'essentiel de ce décret et de cette réforme, c'est de durcir les conditions d'accès à l'indemnisation, vous l'avez dit, on a eu quelques éléments chiffrés, à peu près 1,2 million de personnes qui ne vont plus maintenant être indemnisées, en tout cas qui vont être directement impactées. Rien que la règle qui va faire qu'on exige maintenant que vous ayez travaillé 6 mois dans les derniers 24 mois plutôt que 4 dans les derniers 28, rien que cette modification de règle va faire que 600 000 personnes, 600 000, ne vont plus être indemnisées. Alors c'est une fausse idée. Plutôt que de s'attaquer aux chômeurs, moi je le dis, il faut s'attaquer au chômage. Et on ne s'attaque pas au chômage en attaquant l'indemnité. D'ailleurs, cette affaire a été invalidée par les faits. Enfin,
le chômage a été au plus faible niveau dans notre pays alors que son indemnisation était sans commune mesure avec celle d'aujourd'hui. Au milieu des années 70, quand il y avait vraiment de l'activité dans ce pays, vous étiez au chômage, vous receviez une portion de votre salaire qui est sans commune mesure avec ce qu'il y a aujourd'hui. Pour autant, on n'a pas vu que les chômeurs de l'époque voulaient, qu'entend se maintenir au chômage. Non, c'est absolument faux. Donc la question qui se pose est bien celle de la création d'activités. Et aujourd'hui, ça c'est un problème. Nous avons une pénurie de création d'activités pérennes dans ce pays et les politiques macroniennes notamment, en tout cas celles qu'Emmanuel Macron poursuit, d'exonération fiscale, d'assouplissement comme on l'entend du marché du travail, sont moins efficaces que la limitation du temps de travail et que la relance de l'activité, notamment par l'écologie que nous proposons, je le crois, fortement. On continue à parler des réformes en cours à venir et éventuellement à contester avec Adrien Quatennens, député du Nord et nouveau coordinateur de la France Insoumise. À tout de suite. Au lendemain des élections européennes, l'Europe a promu des nouveaux visages. L'Allemande Ursula von der Leyen à la Commission, la Française Christine Lagarde à la BCE, l'Italien David Sassoli au Parlement. Les populistes d'extrême droite avec le Rassemblement national, eux, ont échoué à obtenir des postes importants. Et vous, avec 6 députés, vous allez être une fois de plus les spectateurs de l'Europe. Bon, il ne s'agit pas de refaire après les élections européennes la campagne. Mais je crois qu'à la lumière des nominations qui ont eu lieu cette semaine, qu'en réalité, on voit bien que la situation de dislocation de l'Union européenne se poursuit. En tout cas, de mon point de vue, c'est le cas. Et je suis très inquiet d'ailleurs de ce que cela signifie politiquement. Pourquoi dislocation ? Pourquoi parlez-vous de dislocation ? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien une chose. Si vous regardez le Brexit, si vous regardez y compris la montée de l'extrême droite, de l'abstention partout dans les pays d'Europe, il y a une défiance très forte qui s'exprime à l'égard des institutions de l'Union européenne. Et pour moi, cette défiance, elle est éminemment politique. Elle est due au fait que s'il fallait résumer les choses à grands traits, l'Union européenne de nos rêves, celle qui a été pensée comme un espace de coopération entre les peuples, a été complètement dévoyée. C'est devenu un espace d'exacerbation de la compétition. Mais vous dénoncez le bipartisme et à la fois, là, il y a une représentation pluraliste au Parlement européen, différents groupes parlementaires, différents courants. Venons sur le fond. D'abord, dire une chose, vous avez raison, il y a une représentation au Parlement européen, il y a une élection qui a eu lieu et les chefs finalement de l'Europe, ceux qui ont été nommés, l'ont été très à l'écart à la fois du Parlement européen mais aussi du suffrage universel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on nous présente Madame von der Leyen, et c'est vrai puisqu'elle est maintenant à la tête de la Commission européenne, ou Madame Lagarde comme les nouvelles chefs de l'Europe, mais en réalité personne n'a voté pour elle. Le PPE est Non mais ça c'est un problème parce que si vous voulez, pendant que le Parlement européen élu faisait sa rentrée à Strasbourg, ces tractations très à l'écart se faisaient à Bruxelles. Ça pose quand même une question qui doit en respectant malgré tout les équilibres politiques, etc. Voilà, très bien, mais néanmoins, comprenez que... Issu du suffrage universel. Oui, mais l'effet produit sur nos citoyens, c'est encore une fois que ce sont souvent les mêmes technocrates qui sont à la tête de l'Union européenne. Alors après, regardons politiquement ce que ça signifie. Moi, je ne crois pas qu'on soigne quelque malade que ce soit avec les docteurs Maboul. Et en réalité, quand je regarde la composition et le pédigré politique de ceux qui ont été nommés, je suis inquiet. D'abord, Madame von der Leyen, ministre de la Défense allemande, désormais à la tête de la Commission européenne, a des positions qui sont très atlantistes. Elle réaffirme sans cesse sa volonté finalement d'accentuer le fait que la défense soit arrimée, la défense en Europe soit arrimée à l'OTAN. Ce que vous contestez, vous, aujourd'hui ? Évidemment, parce que je vois que partout dans le monde, la paix est menacée. Et je sais peut-être mieux que d'autres que la paix est une construction politique patiente, qu'elle ne se décrète pas, et que l'Union européenne, et la France en son sein, a un rôle majeur à jouer, et que la première des conditions, de mon point de vue, est de rompre avec l'OTAN, avec la politique souvent belliciste des États-Unis d'Amérique, et je vois que Mme von der Leyen, par exemple, a écrit des tribunes pour se réjouir de la hausse des dépenses militaires. Mais c'est en cohérence avec ce qui nous a été annoncé pendant la campagne européenne, c'est vrai, puisque dans un cadre de dislocation notamment économique et sociale de l'Union européenne, on nous a promis, comme seul projet pour réenchanter l'Europe, de construire ensemble, allez, l'Europe de la défense. Et une Française à la tête de la BCE ? Mais alors, sauf à considérer qu'on doit se réjouir du fait qu'il ait de la francophonie, ce qui est toujours très bien, parmi les têtes pensantes de l'Union européenne, Madame Lagarde, c'est pareil. Sur les sujets qui sont les siens, je veux dire, elle était au Fonds monétaire international. Il suffit de regarder sa trajectoire politique et de voir y compris comment elle s'est conduite personnellement dans le traitement de la Grèce, quand il a été l'occasion d'expliciter ce que la Grèce devrait faire, les différents mémorandums qui lui ont été imposés. Sur le plan budgétaire. Oui, mais ce sont les tenants d'une Europe austéritaire, d'une Europe libérale. Et Madame Lagarde, plus que beaucoup d'autres, c'est son fameux
duo entre austérité budgétaire d'une part et privatisation à tout bout de champ d'autre part. Voilà qui sont aujourd'hui les tenants de l'Union européenne. Par conséquent, j'ai toutes les raisons avec mes amis de la France Insoumise d'être inquiets de la situation et de continuer à penser, y compris en Europe, que toutes les urgences qui nous ont poussés à faire la France Insoumise et ce programme que nous proposons restent aujourd'hui d'actualité. Je crois qu'il n'y a pas d'avenir pour l'Union européenne dans le cadre de ces traités qui interdisent l'harmonisation sociale et fiscale, qui empêchent d'investir considérablement comme il faudrait le faire, avec une banque centrale... Mais en France, vous avez obtenu 6,3% des voix. Certes, j'y viens, mais juste par exemple, regardez, la Banque Centrale Européenne, que va diriger désormais Madame Lagarde. Cette banque centrale n'a qu'un seul objectif, lutter contre l'inflation. Elle crée pour 80 milliards d'euros chaque mois, qu'elle ne prête même pas directement aux États, qu'elle prête aux banques privées. Et on nous annonce d'ores et déjà une nouvelle bulle financière potentielle, c'est-à-dire que ce sont exactement les mêmes politiques. On ne tire aucune leçon de ce qui s'est produit, notamment de la crise de 2008. Vous nous faites part de votre inquiétude sur ces sujets-là en Europe, sur l'accord de libre-échange avec le Mercosur, finalement donc signé après 20 ans de négociations. On sent que le gouvernement d'Édouard Philippe, Emmanuel Macron, même, prend peut-être un peu ses distances, met des précautions, des garanties sur cet accord, notamment sur la question de la préservation de l'environnement. Est-ce que cela vous rassure ? Absolument pas. En matière climatique, plus que dans d'autres sujets encore, Emmanuel Macron est le champion des tartuffes plutôt que le champion de la Terre. Parce que Emmanuel Macron... Il annonce une règle, le respect de l'accord de Paris. Bien sûr, mais non, mais de fait, regardez, rien que, mettons même un instant de côté le Mercosur, rien que sur le traité de libre-échange avec le Canada, sur lequel nous allons enfin avoir à nous prononcer. Ben oui, mais rien que ce traité-là de libre-échange, il écrase les accords de Paris, d'accord ? Donc il faut dire les choses maintenant. Emmanuel Macron ne fait pas de l'écologie politique, il fait de l'écologie cosmétique. C'est que des effets d'annonce, c'est que de la communication, mais derrière, il n'y a rien de conséquent. On ne peut pas d'un côté dire on veut faire l'écologie, on veut interdire le plastique, aller vers plus de recyclage, on veut prendre toutes sortes de mesures, et en même temps, nous y revoilà. Et en même temps, signer sans cesse ces accords de libre-échange climaticides. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, dit attention, rien n'est fait, on va bien regarder effectivement que ces accords de Paris et que le respect d'un certain nombre d'accords climatiques... Bravo aux jeunes mobilisés pour le climat, bravo à toutes ces actions de désobéissance non violente qui font la démonstration qu'il y a la capacité de se mobiliser sur ces sujets, parce que ces jeunes qui se mobilisent notamment... bravo au gouvernement s'il met un certain nombre de limites. Mais non, c'est pas des limites, parce que de quelles limites parlons-on ? Dans le cas du Mercosur, par exemple, quelles que soient les limites que nous annonce notamment le ministre Le Drian, on sait ce qui va se passer. Faut dire à ceux qui nous écoutent ce que sont ces accords de libre-échange. On parle du coup d'abaissement à la fois des tarifs douaniers, d'abaissement des normes qui vont faire en sorte qu'on crée un grand marché. En l'occurrence, le Mercosur, c'est avec l'Uruguay, le Paraguay, le Brésil et l'Argentine. Eh bien, regardez par exemple le Brésil de M. Bolsonaro, qui est en train de poursuivre la déforestation de la forêt amazonienne. Alors, justement, sur ce sujet, il a dit... Oui, mais bien sûr. Alors, sur ce sujet, comme sur tous les autres, on va être très vigilants. Puis vous allez voir qu'à la fin, malgré une grande vigilance, ces accords vont être signés. On parle de quelque chose comme 200 000 tonnes de viande, bœuf et volaille comprises, qui vont être importées chez nous. Et je vais même vous dire une chose. Quand nous dénonçons les accords de libre-échange, nous ne le faisons pas en considérant simplement nos intérêts particuliers. Nous sommes y compris soucieux de l'état de l'économie et des marchés des pays avec lesquels nous commerçons. Et je vous alerte, j'attire votre attention sur le fait qu'au Mercosur, ce traité est contesté. Parce qu'on voit bien les effets de déséquilibre qu'il y a avec le fait que tout ça va hyper spécialiser leur économie sur l'agriculture pendant que nous allons leur envoyer les produits aux plus grandes valeurs ajoutées. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut arrêter ces accords. C'est 239 pesticides qui viennent d'être réautorisés par M. Bolsonaro. Est-ce que ça veut dire que ce soit sur le CETA, qui est l'accord de libre-échange avec le Canada, qui va, vous avez raison, être ratifié normalement par le Parlement le 17 juillet prochain, ou le Mercosur, est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter, mettre un terme à ces accords de libre-échange ? On sait aussi que ça produit chez nous des emplois, parce qu'il y a un certain nombre de produits industriels, des automobiles, des produits chimiques, etc., qui créent de l'emploi. Un emploi sur 7 en France dépend de ces exportations. Qu'est-ce que vous en faites ? D'abord, Hélène Jouan, je crois que dans une situation où les scientifiques nous disent « vous avez 12 ans pour changer de modèle économique, sans quoi on va à des catastrophes irréversibles », on ne peut plus se poser la question en termes simplement
de création de l'emploi pour la création de l'emploi. Je crois que le modèle de planification écologique... Attendez, je crois que le système de planification écologique que nous proposons, qui est en rupture avec les injonctions du marché, serait effectivement créateur d'activités et d'emplois. Mais je vous alerte sur le fait que, y compris ces traités de libre-échange, procèdent à des destructions d'emplois. Enfin, le CETA, c'est potentiellement 45 000 emplois, rien qu'en France, 200 000 en Europe qui seraient détruits. Sur le Mercosur, et c'est la raison pour laquelle, et ils ont raison, les agriculteurs de ce pays se mobilisent, c'est quelque chose comme 33 000 emplois potentiellement qui vont être détruits. Sauf que le CETA aujourd'hui, il y a un certain nombre d'accords qui ont déjà été mis en route avant la ratification par le Parlement, et on est passé d'un excédent commercial de 50 à 450 millions d'euros en 2 ans. Ça veut dire que ça produit de la richesse, pour la France aussi. Hélène Jouan, je crois vraiment que s'il s'agit de produire quelques richesses, mais que c'est au prix d'une destruction d'emplois par ailleurs, et surtout de traités qui sont climaticides, car disons les choses, une bonne fois pour toutes, les Macron, les De Rugy, qui vous racontent qu'ils se préoccupent d'écologie, mais qui dans le même temps poursuivent ce système du libre-échange, poursuivent le libéralisme, sont des inconséquents et des tartuffes. Et la manière dont ils procèdent nous emmène droit dans le mur. Il n'y a pas d'écologie possible dans le cadre du libéralisme exacerbé. Il n'y a pas d'écologie possible dans le cadre du libre-échange. Il n'y a plus d'accord tenable aujourd'hui. Nous proposons un protectionnisme solidaire. Ce que ça veut dire, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de protéger de manière chauvine son économie personnelle, c'est de voir qu'aujourd'hui, on doit mettre en cause, à l'aune de la crise climatique, les échanges, la manière dont ils se font, ce qu'on produit, ce qu'on consomme et comment on le distribue. Et que par exemple, on peut se poser la question de savoir dans quelles conditions on commerce. Est-ce que oui ou non, on accepte qu'arrivent chez nous des produits qui sont faits encore du travail des enfants, d'une forme d'esclavage? Est-ce qu'on accepte aussi cette injonction permanente à faire moins cher, qui surfe sur l'idée aussi que, comme il y a une précarisation de l'emploi et de moins en moins finalement de revenus distribués, des salaires qui sont maintenus à un bas niveau, les consommateurs sont à la quête de moins cher. Mais souvent le moins cher, c'est aussi au prix de production détestable de manière environnementale ou sociale. Je crois vraiment que tout le monde devrait se rendre compte, dans le moment que nous vivons, qui plus est un moment où les conséquences du changement climatique viennent envahir notre quotidien. On l'a vu récemment avec les effets de la canicule. S'il vous plaît, une bonne fois pour toutes, prenez cette ultime alerte comme une opportunité. Oui, il faut changer de modèle économique. Il faut faire le deuil du capitalisme mondialisé et du libéralisme économique. Désolé pour ceux qui en sont amoureux, mais je crois que même vous êtes concernés. Parce que même si nous ne sommes pas d'accord sur ce fait, quand demain, vous ou vos enfants auront à pâtir directement des conséquences du changement climatique, vous y réfléchirez à 2 fois, mais il sera trop tard. Nous n'avons plus le temps, en matière climatique, des prises de conscience, de l'écologie des petits pas. Et d'ailleurs, je vous le dis pour terminer là-dessus, c'est que nos débats en matière d'écologie, avec toutes les formations, celles qui s'en réclament depuis très longtemps ou celles qui y sont converties depuis plus récemment, nous avons des débats de fond intéressants. Car tout le monde ne dit pas que l'écologie ne s'accommode pas du libéralisme économique. Moi, je vous le dis. Adrien Quatennens, député du Nord et coordinateur de la France Insoumise, est l'invité du Grand Rendez-vous. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Adrien Quatennens, député du Nord, est donc nouveau coordinateur de la France Insoumise et l'invité du Grand Rendez-vous. En vous nommant donc coordinateur de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon a dit que votre fonction première, c'était tête à claque. C'est pour en prendre ou en donner ? Je pense que c'est plutôt pour en prendre en vérité. Non mais si vous voulez, c'est comme tout. Je sais que la lecture médiatique qui a été faite de la situation, c'était ce que vous avez dit au début de l'émission, une position hiérarchique et tout. En réalité, nous ouvrons un nouveau chapitre, une nouvelle saison de l'histoire de ce jeune mouvement, la France Insoumise. Qu'est-ce qui va changer alors ? Alors beaucoup de choses en vérité. Le mouvement La France Insoumise, par nature, il est évolutif. Il a d'abord été pensé, vous vous en souvenez, comme un cadre qui servait exclusivement à appuyer la candidature d'un candidat à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est plus le cas. Ça, c'était la première saison. Ensuite, il y a une deuxième saison qui a été la coélaboration d'un programme L'Avenir en commun, autour duquel 7 millions de personnes, ce qui n'est pas rien tout de même, se sont regroupées, raison pour laquelle, même si je ne veux pas minimiser notre score des élections européennes, ni le relativiser et prendre notre part d'explication à cette situation. D'abord, j'observe que ce recul, il n'est pas français, il est européen, que notre courant de pensée politique recule partout en Europe, mais surtout, je le crois, compte tenu du contexte particulier de cette élection et de ce qu'elle est intrinsèquement, eh bien, le score des européennes, de mon point de vue, n'annule pas notre résultat de la présidentielle. Mais maintenant, il y a beaucoup à faire parce que la France Insoumise entre dans une nouvelle période, peut-être une période qui doit penser davantage le temps long. Et donc, nous avions quelques faiblesses d'organisation, c'est vrai, parce que nous sommes un mouvement, pas un parti. Nous sommes une forme souple qui peut s'adapter. Jean-Luc Mélenchon avait dit une fois, et c'était assez juste, que nous avions une forme gazeuse. Bon là, il va s'agir de considérer qu'on doit maintenir cette forme, parce que moi, je crois que la forme mouvement est plus adaptée aux objectifs que nous avons à poursuivre que la forme partisane, qui fait que parfois
on se centre trop sur mais soi. Comment vous allez contenir notamment l'hémorragie? Alors l'hémorragie, vous allez peut-être contester ce mot, mais il y a des insoumis historiques, j'ai envie de dire, qui sont partis, comme Charlotte Girard, qui a parlé quand même des dysfonctionnements démocratiques de votre parti. Comment vous allez, à partir de demain, je crois, dire à toutes ces personnes, revenez parce qu'on a encore des choses à faire ensemble? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que moi, parmi celles et ceux qui partent, alors bon, j'entends qu'on parle beaucoup de celles et ceux qui partent, et ça, c'est pareil, je ne veux pas le minimiser, c'est toujours décevant quand quelqu'un s'en va, alors que, je veux dire, il y a plus de tâches à accomplir que de femmes et d'hommes pour faire le boulot. Donc quand il y a des départs, c'est toujours difficile, mais moi, je veux pouvoir... Il n'y a pas d'arrivée pour compenser. Alors justement, par ailleurs, soyez rassurés sur ce point, je sais que ça vous passionnera toujours moins, j'en suis désolé, mais il y a beaucoup de monde qui arrive encore à la France Insoumise, à peu près 1000 personnes par mois. Alors oui, ça va du clic, c'est-à-dire des gens qui s'inscrivent à une newsletter, jusqu'à un niveau d'implication maximal. Mais par exemple, en l'espace d'une semaine au lendemain de nos travaux du week-end du 22-23 juin, où il y a eu au lendemain un départ qui a été beaucoup commenté, dans la période où il y avait ce départ beaucoup commenté... Mais qu'est-ce que vous entendez de ce départ? Laissez-moi terminer. Mais quand il y a eu un départ qui a été beaucoup commenté, dans la même période, sur le même nombre d'heures, vous aviez 100 personnes qui nous rejoignaient, dont la plupart créaient des groupes d'action ou s'impliquaient. Donc je comprends, y compris, que dans le récit médiatique... Non, c'est pas un récit médiatique, c'est que ces gens-là disent quelque chose de... Ce sont des gens qui ont été déçus de votre... Hélène Jouan, parmi eux, il y a beaucoup de militants qui font une critique constructive et qui nous disent effectivement le mouvement doit maintenant penser une organisation qui lui permette d'accomplir un certain nombre de tâches. Et ça, nous avons commencé à y répondre. Et si vous regardez en détail, mais je ne suis pas sûr que ça passionne vos auditeurs, le nouveau fonctionnement que nous avons proposé, qui est en cours de vote et c'est transparent, c'est public sur la plateforme, nous allons véritablement procéder à une grosse refondation de l'organisation du mouvement, sans pour autant faire un parti politique. Après, il y a toutes celles et ceux qui avaient besoin de réponses organisationnelles, et je crois que même si nous n'avons pas tout réglé en un week-end, nous y avons largement contribué. Et puis il y a peut-être ceux aussi, je ne vais pas faire l'appréciation à ce micro de savoir lesquels, mais il y a ceux qui de toute façon, quoi que nous aurions annoncé, avaient prévu de s'en aller. Et c'est la vie des mouvements politiques aussi. Je veux entendre leurs diagnostics, je veux lire leurs critiques, mais je veux pouvoir avancer. Moi, je ne considère pas que tout ce que nous avons fait depuis 2016 est à jeter à la poubelle, ou que le mouvement La France Insoumise n'a pas d'avenir, pour la raison que la France Insoumise, dans le paysage politique français, a une singularité. Ça n'est pas un parti politique de plus dans le paysage. C'est une force qui veut être directement au service de l'implication des citoyens, des citoyennes, par des méthodes d'action nouvelles. Et l'une de mes tâches... On ne va pas se mentir, le problème, est-ce que ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui à la tête de la France Insoumise? Ce serait tellement facile si on pouvait considérer que le problème se résumait à une personne. Non, franchement, Jean-Luc Mélenchon a plutôt été, et est plutôt au sein de la France Insoumise, un point d'appui. Il a été celui qui a pensé l'objet, qui l'a créé, avec d'autres bien sûr, et il a été celui qui a porté notre programme tout de même aux portes du pouvoir. Alors après, vous savez, moi je ne veux pas éviter les sujets. Bien évidemment que la séquence des perquisitions a fait du mal, mais d'abord c'est une attaque que nous avons subie. C'est un piège qui nous a été tendu. Dans lequel il est tombé du coup. Et d'ailleurs, mais oui, mais Hélène Jouan, regardez ce qui s'est produit. C'est qu'en réalité, sur la base de dénonciations et de faits qui d'ailleurs sont quasiment vides de sens, et moi j'attends avec impatience de voir comment la justice va traiter le fond de l'affaire. Parce que le fond, non, alors justement, le 19 septembre, ce ne sera pas le fond de l'affaire. C'est sur l'attitude de Jean-Luc Mélenchon et des siens. Il y a 3 fois rien. Et observez comme partout, et c'est pas valable uniquement en France. Et d'ailleurs, le pape François l'a dit. Oui, le pape François, que partout dans le monde, quand vous avez des oppositions politiques qui prétendent bousculer le système, qui sont en passe d'y arriver, vous avez une judiciarisation de la vie politique. Elle se vérifie. N'oubliez jamais qu'on vient de parler de Bolsonaro au Brésil, ce président d'extrême droite qui vient de réautoriser par exemple 239 pesticides. Il y en a un qui croupit en prison qui s'appelle Lula, qui pourrait être et qui devrait être à cette heure président de la République. Nouvelle égérie de la France Insoumise. En tout cas, ce qu'il y a de clair, c'est qu'on doit bien voir que nous sommes dans un moment particulièrement autoritaire. Si on regarde ce qui s'est passé sur la répression du mouvement des Gilets jaunes, si on regarde ce qui se passe avec ces jeunes mobilisés pour le climat pacifiquement sur un pont qui se font gazer à bout portant, si on regarde la chasse aux sorcières qu'il y a dans la mobilisation syndicale, ou si on apprécie là, on parlait vraiment de Jean-Luc Mélenchon et de la façon dont il avait mal réagi. Hélène, supportez que vous avez un interlocuteur qui, quelle que soit la question que vous lui poserez, va politiser la question. Voilà. Et moi, je vais vous dire qu'en réalité, tout ça est très politique. Et que nous subissons en particulier des attaques. Et c'est bien normal. Parce qu'à 20%, à une élection présidentielle, au cœur de l'Europe, dans un pays capitaliste, il y en a une paire qui ont eu la trouille. Voilà ce que moi je veux dire. Et ce combat, pour autant, il reste juste. Moi, je crois que, compte tenu du diagnostic que nous faisons depuis le début de cette émission, en matière sociale ou en matière environnementale,
la radicalité est désormais raisonnable. Voilà ce que je veux vous dire. Vous parlez beaucoup de vous, de la France insoumise, mais il y a aussi votre... C'est vous qui me posez beaucoup de questions sur nous. Vous avez aussi votre rapport aux autres. On sent plein de fourmillements en ce moment pour essayer un rassemblement à gauche. Il y avait le Festival des idées hier d'un ancien frondeur socialiste, le Big Bang de Clémentine Autain de la France insoumise. Ils essayent de rassembler. Et vous, comment vous vous positionnez par rapport à tout ça ? Il y a Jean-Luc Mélenchon, en avril, avait tenté de lancer un appel pour une fédération de la gauche et c'est resté lettre morte. Fédération populaire ? Oui. Alors je comprends que tout ça, à vos yeux, puisse être de la simple rhétorique, mais moi je ne méprise pas, y compris ces débats stratégiques. Je veux dire, j'ai regardé un peu les travaux du Festival des idées hier, etc. Bon, je trouve pas ça inintéressant. Maintenant, moi j'ai mon diagnostic sur la situation. Je réfléchis à la lumière de notamment ce qui vient de se passer lors des élections européennes et de la situation politique globale. On voit un paysage se dessiner en Europe qui profite d'une part à l'extrême droite et aux tenants d'un libéralisme dont on a beaucoup dit depuis tout à l'heure qu'il ne prenait pas en charge, en tout cas de mon point de vue, la question sociale et à gauche. Oui, mais moi je considère que le principal problème, la principale difficulté que nous ayons, c'est le fait qu'une large part de la population maintenant fasse durablement, sans doute, la grève des urnes. Je crois qu'on ne pourra pas solutionner le problème sans nous employer à trouver la clé. Et moi, je crois que la clé, c'est le peuple lui-même, et notamment celui qui est éloigné de la vie politique. Et je vous le dis, je crois que celles et ceux... Il ne faut pas tenter, ça ne sert à rien de rassembler les forces de gauche. Je suis sûr d'une chose en tout cas. L'acte 1 ne peut pas être un rassemblement de partis ou d'organisations. Parce que celles et ceux qui sont durablement éloignés de la vie politique, croyez-moi, il suffit d'un porte-à-porte pour vous en convaincre. L'élection qui compte. Non mais Cécile Cornudet, c'est important ce que je vous dis là. Partout, les militants politiques qui m'écoutent savent ce qu'est la réaction des gens éloignés de la vie politique quand vous faites du porte-à-porte. Ils vous disent tout ce que vous me racontez est très bien, mais regardez les problèmes que j'ai. Moi, je m'en fiche de vos histoires internes ou de vos affaires. C'est-à-dire qu'on ne parle pas au pays en parlant des partis. On ne parle pas aux abstentionnistes, même s'ils sont convaincus de la nécessité de plus de justice sociale, en parlant de la gauche, par exemple. Je crois véritablement que l'acte 1, et c'est ce que veut faire la France insoumise, c'est être un outil qui permette aux gens de se réimpliquer. Moi, je voudrais que maintenant, partout, nous puissions aller dire aux gens... ne nous confiez pas simplement vos suffrages, venez faire avec nous. Mais ça, venez vous avez essayé de le faire dans un premier temps, c'est-à-dire s'appuyer sur le mouvement social. Ça a été votre stratégie au moment de la réforme du Code du travail. Ça n'a pas marché. Hélène Jouan, c'est plus que ce que je suis en train de vous dire, c'est même plus que le mouvement social traditionnel, c'est même plus que tout ça. Comment faisons-nous pour faire en sorte que le 1 sur 2 qui ne va plus voter et qui estime que ça n'a plus aucune utilité, y revienne. Et très clairement, je vous le dis, ça n'est pas en appelant à quelques rassemblements que ce soit qu'ils vont sortir de chez eux, lever d'enthousiasme pour venir voter. Peut-être s'il y a un candidat à la présidentielle de gauche, unique, c'est quand même le but de tous ces mouvements. Ça peut être une seconde étape. Moi, je crois que d'abord, il faut créer les conditions de l'implication du grand nombre et après que toutes les forces qui le souhaitent puissent venir appuyer cette fédération populaire en quelque sorte. Mais comprenez que dans une situation où 1 sur 2 fait la grève des urnes, on ne peut pas régler ces problèmes en étant dans un conciliabule des gauches ou entre nous dans une salle obscure pour décider de où on met la virgule dans un texte. Je ne méprise pas ces débats, ils ont le mérite d'exister, mais je crois que ce que doit faire la France insoumise dans la période, c'est véritablement aller directement dans les quartiers et dire aux gens, venez faire avec nous. Arrêtez de considérer que la politique est le domaine réservé de quelques-uns qui sont des spécialistes. Vous pouvez en faire. Et je vais vous dire très humblement, je veux participer à ça moi-même. Parce que quand on m'invite dans les collèges et les lycées pour parler du rôle du parlementaire, tout de suite il y a 1000 fantasmes sur comment on devient député à 29 ans. Et moi je leur dis aux plus jeunes qui m'écoutent, vous savez, il y a 2 ans, j'étais conseiller clientèle sur un plateau téléphonique, je n'ai qu'un BTS en poche, je n'ai pas fait l'ENA, je n'ai pas fait Sciences Po, et aujourd'hui je suis parlementaire pour un temps. C'est-à-dire, preuve s'il en fallait une, que si l'on s'implique, on peut le faire, on peut y arriver. Et je crois que c'est la clé du moment. La loi est d'autant plus consentie que tout le monde la vote. Or aujourd'hui, 1 sur 2 ne participe plus. C'est le cœur du problème. Pour moi, la solution, c'est l'implication du peuple lui-même, d'abord et avant toute autre considération. Adrien Quatennens, député du Nord, coordinateur de la France Insoumise et l'invité du Grand Rendez-vous. On se retrouve pour la 4e et dernière partie. À tout de suite. Quatennens, député du Nord, coordinateur de la France Insoumise et l'invité du Grand Rendez-vous. Une question de Damien Fleureau. Oui, Adrien Quatennens, prochaine échéance électorale, les municipales en mars prochain, serez-vous candidat à la mairie de Lille ? Alors ma décision est à cette heure prise, mais je me réserve encore quelques semaines, sans doute à la rentrée, pour vous l'annoncer, puisque nous avons un calendrier interne de la France Insoumise. Pour quelle raison ne pas le dire aujourd'hui avant l'été ? Je tiens à respecter ce calendrier.
y compris à faire en sorte que les militants de la France Insoumise soient les premiers à connaître mon point de vue. Voilà, mais j'ai réfléchi, ma décision est prise et je l'annoncerai sans doute à la rentrée. Donc c'est non. Mais vous en tirez les conclusions que vous voulez. Moi, je peux tout à fait décider de vous répondre et de dire ce que je ferai et ce que j'ai l'intention de faire à la rentrée. Quelle sera plus globalement la stratégie de la France Insoumise? Avec quels alliés éventuellement faire campagne pour essayer de gagner des élus, voire des mairies? Alors d'abord, si on est en accord avec ce qu'on s'est dit juste avant la pause sur la stratégie globale et le moment, je crois que précisément l'échéance municipale peut être pour nous l'occasion de déployer ces nouvelles méthodes dans le pays et de faire en sorte que véritablement on appelle les gens dans les villes, dans leurs communes, à venir avec nous au conseil municipal. C'est-à-dire ne plus arriver vers eux en disant « votez pour nous parce que nous sommes les meilleurs et que nous allons respecter notre programme », ce que tout le monde leur fait à peu près, mais leur dire « vous qu'êtes », je prends beaucoup de guillemets, sans qualité particulière, pas chef d'une association, pas vous qu'êtes, monsieur, madame, tout le monde, qui connaît les problèmes du quotidien, à vous seul, sur une liste, vous représentez beaucoup de monde. Donc c'est vous qui allez soutenir vos électeurs en réalité. Nous aimerions en fait faire en sorte que le premier rôle des militants de la France Insoumise, c'est de faire en sorte que les habitants, les citoyennes, les citoyens des quartiers s'impliquent directement. Et donc de ce point de vue, la construction des listes doit faire partie finalement de la campagne elle-même. Et sur les méthodes, il y a à cette heure et au cœur de l'été, beaucoup d'insoumis qui sont sur le terrain pour faire des enquêtes de conscientisation, c'est-à-dire des méthodes, y compris de porte-à-porte, qui consistent non plus à venir vers les gens en disant voilà comment il faut penser, mais par exemple à se donner pour objectif de ne jamais parler davantage que l'interlocuteur qui vous ouvre sa porte, et d'entendre les problèmes du quotidien, et de leur proposer de les rencontrer, pour les régler sans attendre même les élections. Vous voyez, dans toutes ces barres d'immeubles où souvent les bailleurs sont défaillants, c'est des problèmes récurrents que l'on voit, eh bien vous avez des habitants qui s'organisent et qui créent les conditions d'un rapport de force pour obtenir des réponses. Eh bien c'est à nous de faciliter cela. Et ensuite on va découvrir au fur et à mesure ces talents. Et moi je forme le vœu que partout où ces mobilisations citoyennes sont réalisées, partout où l'implication citoyenne se fait, quand ce sera solide, alors le moment sera venu, pourquoi pas, de proposer aux organisations politiques, syndicales, associatives, de venir appuyer ces constructions politiques. Voilà la stratégie qui devrait être la nôtre, et je crois qu'on doit pousser à fond le curseur de la démocratie au sein des municipalités, et que par exemple, on pourrait imaginer qu'on simule, avant même le scrutin, les méthodes de délibération qui seront les nôtres demain au conseil municipal. Vous savez, nous avons pendant la campagne législative déployé partout ces ateliers des lois, de coélaboration de la loi avec les citoyens. Eh bien, on devrait pouvoir demain déployer dans tout le pays des ateliers de coélaboration des délibérations du conseil municipal et dire aux gens, eh bien voilà, si vous votez avec nous dans quelques semaines, eh bien c'est ainsi que ça va se passer. D'ailleurs, les délibérations que nous construisons ensemble seront les premières qu'on fera voter. Je crois vraiment que les gens sont prêts à se mobiliser, quelle que soit leur position sociale aussi, à travers cette question centrale. Qui décide et pourquoi faire ? Et ça fait le lien d'ailleurs avec beaucoup de sujets. La question des mobilisations, notamment pour des référendums, c'est ce cœur de l'affaire. C'est les gens sont prêts à se mobiliser pour décider par eux-mêmes. Alors en attendant, on va avoir le projet de loi bioéthique qui va arriver au Parlement en septembre, avec notamment l'extension de la PMA à toutes les femmes. Est-ce que vous serez en soutien de ce texte ? Évidemment, même si nous allons tenter de faire en sorte qu'il soit amélioré. Je pense qu'il faut une absolue vigilance sur la question du remboursement. Il faut également être vigilant sur la question de la filiation, parce qu'on connaît toute la difficulté que pose ce statut de mère sociale, qui fait quelque part que la reconnaissance de la filiation quand l'enfant est issu d'une PMA, notamment avec des parents homosexuels, eh bien ça pose un tas de problèmes. C'est un parcours du combattant. Je crois que la loi va dans le bon sens. Elle était franchement très attendue, parce que depuis le temps, et je crois aussi que les discriminations qu'il y a, l'exacerbation des discriminations sur les personnes LGBTI dans notre pays, sont notamment le fait d'un recul permanent de décisions politiques qui franchement sont attendues depuis maintenant longtemps. Donc ça va dans le bon sens, mais on va aussi faire notre travail de parlementaire et tenter d'améliorer la loi sur certains angles morts qui ne sont pas pleinement satisfaisants. Adrien Quatennens, un sujet dans l'actualité, la réforme des lycées de Jean-Michel Blanquer, avec ce mouvement de certains professeurs sur les copies du bac, des résultats ont été retenus. Il y a des recours de familles contre ces résultats provisoires. Vous les soutenez. Est-ce que vous comprenez aussi ce chantage au bac fait par ces professeurs? Bon, ce que vous appelez un chantage, moi je l'appelle un rapport de force en désespoir de cause, parce que le ministre Blanquer... Qui se fait au détriment des élèves. Oui, mais dans le but de faire en sorte que les élèves ne subissent pas les conséquences demain et que les jeunes ne subissent pas les conséquences d'un bac à géométrie variable. Moi je veux le dire, je crois que Jean-Michel Blanquer va sûrement payer cher politiquement ce qui vient de se passer. Ça va passer parce que là il y a l'été, mais la situation est scandaleuse. Parce que, y compris dans ce rapport de force qui a été instauré par les professeurs grévistes, parce que le ministre qui prétend sans cesse avoir sa porte ouverte
n'a jamais voulu entendre raison, malgré les multiples oppositions. Je veux dire, des syndicats qui se sont prononcés dans des instances de l'éducation nationale. Il a fait évoluer sa loi quand même. Oui, mais en l'occurrence, cette contre-réforme du bac n'est même pas passée par la case Assemblée nationale. Personne ne l'a discuté. C'est la réforme d'un homme seul qui prétend à lui seul, M. Blanquer, être l'éducation nationale à lui tout seul. Ben non, ça marche pas comme ça. Et quand on voit que, parce qu'il y a eu ce rapport de force, et bravo aux professeurs qui se sont mobilisés, malgré le fait que c'est une mobilisation inédite, malgré les difficultés, effectivement, que ça suppose pour les élèves qui attendaient leurs notes. Mais je crois que beaucoup, y compris d'organisations lycéennes, ont salué cette mobilisation parce que le vrai danger, ça n'est pas un retard dans l'annonce des notes du baccalauréat. Le vrai danger, c'est la destruction du cadre républicain et d'un bac qui soit le même partout. Donc, on risque d'avoir un bac aux profs qui ont empêché d'avoir les résultats définitifs du bac. Mais pas simplement parce que la méthode est la bonne. Eux-mêmes, je veux dire, je les ai rencontrés, ça leur déchire le cœur d'avoir à faire en sorte que les notes soient annoncées plus tard à leurs élèves. Je veux dire, ce sont leurs élèves. Et en général, en plus, ces correcteurs, on leur demande d'évaluer objectivement le travail des élèves. Or là, qu'a fait M. Blanquer? Et c'est ça qu'il va falloir creuser. Et croyez-moi, nous allons suivre ça de très près. C'est que les témoignages affluent dans plein de jurys. D'ailleurs, nous avons fait un site internet pour ça qui s'appelle, bon, c'est un peu drôle, vous allez voir, c'est Comment est votre Blanquer, en référence à un film bien connu, mais des témoignages affluent de partout dans le pays, et ça, pour le coup, ça n'est pas drôle, de professeurs qui expliquent comment se sont passées les délibérations dans les jurys. Et très franchement, les témoignages montrent que les notes ont été bricolées simplement pour que l'objectif d'affichage à l'heure prévue soit efficace. Eh bien, je vous le dis, je crois que c'est très grave. Je crois qu'il y a une mise en cause du cadre républicain et notamment de l'égalité dans cette réforme du bac et dans les méthodes qu'a employé Jean-Michel Blanquer, et que cette affaire sera suivie de près par la France insoumise et que nous ne supportons pas l'idée qu'il y ait une chasse aux sorcières qui s'opère, parce que là, pour le coup, si elle devait s'opérer, c'est plutôt dans les consignes qui ont été données au sein du ministère. Dernière question, Adrien Quatennens, vous avez 29 ans, vous avez dit tout à l'heure parlementaire pour un temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne vous imaginez pas faire de la politique à vie, comme certains de vos modèles, comme Jean-Luc Mélenchon? Je pense que je serai engagé en politique durablement et qu'en général, quand l'engagement est aussi viscéral et surtout que la situation est tellement urgente, tant que le nœud ne sera pas défait, je pense que votre engagement se poursuit. Maintenant, les formes de l'engagement dans la vie évoluent. Moi, très franchement, vous m'auriez interrogé il y a 3 ans, rien que 3 ans, sur le fait de savoir si j'aurais candidaté à une élection, parce que ça s'est décidé tardivement. Et qui plus est, si j'avais été parlementaire, franchement, je vous aurais répondu, je ne sais pas. Donc, dire ce que je ferai dans 5-10 ans, je ne sais pas. Maintenant, Chroniqueur TV. Mais pourquoi pas? Moi, je réfléchis en termes. Moi, je réfléchis, Hélène Jouan, en termes d'utilité à chaque période. Pour ce qui est de Sophia Chikirou, je ne vais pas éviter votre question, même si elle vient à la fin de l'émission. D'abord, dire que Sophia Chikirou n'est pas embauchée par la chaîne concurrente qui va la recevoir une fois par semaine. Mais moi, je juge qu'elle a quelque chose à apporter et que c'est très positif qu'elle aille débattre face à Alain Duhamel une fois par semaine. Et que, enfin, peut-être, dans certaines chaînes d'information sur lesquelles on peut parfois se dire qu'il y a en termes d'ambiance éditoriale, une forme d'homogénéisation qui n'est pas toujours la bonne, et ben, il y aura un peu de diversité. De la même manière que quand vous m'invitez régulièrement sur votre plateau, ben, ça me permet de vous donner mes arguments, même si il est connu que je ne suis pas particulièrement un grand fan de Monsieur Lagardère, mais il me fait l'honneur de me recevoir malgré tout. Merci Adrien Quatennens de votre venue donc au grand rendez-vous. Merci à vous. Très belle